voudrais avant tout remercier donc, les initiateurs de cette manifestation, l'ASBL Jambo et le projet Mollet. Merci beaucoup pour ceci. Merci aussi de m'avoir fait l'honneur de me donner la parole à cette occasion. Alors je vais évoquer un sujet qui est assez vaste, qui est très vaste, qui est la justice. Un sujet qui est très délicat, très sensible. La justice, normalement, ça ne devrait pas l'être, mais dans le cas concret du Rwanda, c'est vraiment quelque chose de très sensible. Et je vais essayer de vous le présenter donc en 5 points. Malheureusement, je n'ai pas les beaux slides que nous a présenté Olivier, qui a fait d'ailleurs une très très belle présentation, très intéressante. Mais je vais essayer d'être le plus bref possible, le plus concis possible, mais aussi le plus complet. Et à la fin, si vous avez quelque chose qui vous a peut-être interpellé dans mon exposé, je serais ravi d'entendre vos questions et même, éventuellement, même s'il n'y a pas de débat, une petite réflexion de votre part. Donc les 5 points sont les suivants. Donc premièrement, la justice, pour qui? Pour qui doit-on rendre justice? Le deuxième, c'est la justice, pourquoi? En 2 mots, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait à ces personnes à qui on doit rendre justice, comment qualifier les crimes, puisqu'il s'agit de crimes qui ont été commis contre ces personnes. Le troisième point, c'est la justice contre qui, c'est-à-dire qui sont les personnes qui devraient être poursuivies pour ces crimes. C'est un des points très délicats parce que parfois on mélange les victimes et les bourreaux. Le 4e point, c'est la justice par qui? Qui doit rendre justice? Qui a le droit de rendre justice? Contre qui? Qui peut rendre justice? La justice par qui? Et puis le 5e point, c'est la justice comment? Donc mon métier, on m'avait demandé de le présenter, donc j'en profitais pour le faire après avoir exposé donc mon plan. Mon métier, c'est d'être avocat. Donc je côtoie la justice tous les jours depuis bientôt 10 ans au Grand-Duché de Luxembourg. Et je fais notamment du droit pénal. Donc c'est cette justice qu'on connaît le plus à la télévision, où on poursuit quelqu'un qui est accusé d'avoir fait quelque chose et qui parfois l'a fait, parfois ne l'a pas fait. Quand on est avocat, on apprend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. On apprend déjà l'humilité d'être contredit, on rencontre des situations incroyables. Moi j'ai déjà eu des personnes qui ont été condamnées à des peines très lourdes alors que je savais profondément qu'elles étaient innocentes. Donc ce sont des choses qui vous font réfléchir alors que vous avez fait le maximum, que tout le monde est d'accord qu'on a fait le maximum, mais qu'un juge décide que lui n'y croit pas, il condamne cette personne. C'est vraiment des situations très difficiles. Évidemment, il y en a d'autres qui s'en sortent en n'ayant rien fait. Je ne vais pas être plus long, donc c'est à ce titre-là que je m'exprime, donc en tant qu'avocat, mais aussi en tant que Rwandais, parmi vous, donc parmi d'autres Rwandais, qui a vécu les événements du Rwanda, qui a quitté le Rwanda en 1994, qui a continué à suivre ces événements et qui, à l'université, donc quand je faisais mes études de droit, a suivi beaucoup de cours relatifs au droit international humanitaire, donc droit pénal international, qui font qu'aujourd'hui, donc, j'ai pu développer une réflexion et puis surtout suivre la réflexion d'autres personnes qui vont certainement recouper l'exposé que je vous livre. Alors, la justice pour qui? Donc, j'ai identifié dans la justice pour qui 4 groupes, je dirais, de victimes. Il y a donc des victimes rwandaises qui sont premier groupe, mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est simplement parce qu'il faut bien commencer par un premier groupe. Il y a les Hutus. Le 2e groupe, ce sont les Tutsis. Le 3e groupe, ce sont les Batwa, donc il ne faut pas les oublier, ça nous arrive parfois. Et puis le 4e groupe, ce sont les étrangers. Alors dans le premier groupe, donc les Hutus, je dirais qu'il faut essayer d'identifier ces victimes à travers le temps, puisqu'on parle d'une époque qui va de 1990 à aujourd'hui. Je dirais qu'il faut commencer en 1990. Qui sont ces victimes à qui on doit rendre justice? Qui sont ces victimes Hutus à qui on doit rendre justice? Attention, ici, l'identification que j'ai faite n'est pas du tout exhaustive. Donc si jamais, prenons-en une autre, une personne ne se reconnaîtrait pas dans l'énumération des victimes, alors qu'elle sait pertinemment qu'il y a des victimes qu'elle connaît qui ne sont pas dedans, ce n'est pas du tout volontaire, c'est parce que le temps est court, je n'ai pas fait de liste exhaustive de toutes les victimes, c'est vraiment exemplatif pour qu'on puisse comprendre à quel point c'est vaste et complexe. Donc les Hutus, si on prend 1990, 1990, on peut déjà tout de suite voir qu'il y a eu, dès le départ, dès 1990, des Hutus qui ont été attaqués dans les zones du nord du pays. À ce moment-là, bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, donc,
le FPR qui attaquait le pays n'avait pas encore commencé cette politique d'extermination de masse qu'on a connue plus tard, mais il y a eu quand même certaines familles, par exemple, qui ont été endeuillées directement parce que c'était des représentants du parti au pouvoir à l'époque, le MRND, qui ont été attaqués directement. Est-ce que il faudra leur rendre justice un jour? On peut s'interroger là-dessus. Donc, disons qu'il y a une période concernant les Hutus qui va de 1990 à 1994. À partir de 1991, ça devient beaucoup plus précis. Donc ceux qui habitent Ruhengeri, ceux qui habitaient Ruhengeri, Byumba, Gisenyi, savent très bien comment le FPR, à ce moment-là, dans le cadre d'ailleurs de cette guerre de conquête, a dû utiliser comme politique de conquête l'extermination des populations pour les déplacer, asphyxier la capitale et éventuellement donc arriver à ses fins militaires, politiques à ce moment-là. Donc il y a il y a des populations Hutus de ces régions-là à qui on n'a jamais rendu justice. Donc on se souvient qu'on en parlait déjà au Rwanda. Ces populations ont finalement grossi les rangs d'autres victimes d'après 1994. Donc je pense qu'à ce moment-là, pour cette période-là, il y a vraiment toute une série de victimes Hutus entre 1990 et 1994 qui ont été oubliées et pour lesquelles donc justice devrait sans doute certainement être rendue un jour. Il y a aussi la période de 1994 concernant les Hutus qu'on oublie souvent. On oublie par exemple qu'un camp comme Nyationga, qui abritait plus d'1 million de personnes au 6 avril 1994, a complètement été détruit. Donc en 1994, en avril 1994, il y a eu des crimes de masse qui ont été commis contre des populations Hutus. Mais évidemment, vu l'actualité géopolitique de ce moment-là, vu la guerre également qui était en cours, vu le génocide des Tutsis qui était également en cours au même moment et qui était évidemment médiatisé à ce moment-là, pendant cette période, au détriment de ces autres événements, on oublie ces faits qui, donc j'en viendrai plus tard d'ailleurs au niveau de la définition, donc la justice, pourquoi j'en viendrai peut-être à les qualifier. Donc il y a 1994 qui est une période qui a connu énormément de victimes Hutus de masse. Et puis il y a bien sûr, à partir de 1994, sur le territoire du Rwanda, jusque, je dirais, 1996, et puis un peu dans les pays voisins. Puis il y a ce que le Mapping Report rapporte très bien, cette période qui va de 1996 à 1998 au Congo. Bon, quand je parle de la période 94-96, c'est pas qu'il n'y a rien eu, il y a eu beaucoup de choses très graves, notamment Tibeho en avril 95, contre les Hutus, toujours. Et puis après, en 1996-98, donc vous avez ce qui s'est passé au Congo, avec la conquête du Congo par la FDL de Laurent Kabila. Puis après ça se calme un peu, il y a encore on sait qu'il y a encore eu beaucoup de crimes, notamment des marchés dans lesquels on tuait encore des gens dans le nord du Rwanda, Gisenyi, Ruhengeri. Donc ça, ce sont toutes ces victimes qu'on essaie d'identifier. Bon, évidemment là, c'est cette partie mémoire de la justice que je suis en train de faire avec vous pour qu'on voit très bien à quel point ça peut être vaste. Ensuite, passons, bon, de 98 à 2011, disons, je ne vais pas aller trop dans les détails. En tout cas, à ce moment-là, il faut aussi identifier toute cette période-là concernant donc les Hutus qui ont été attaqués. Vous avez ensuite les victimes Tutsi, le deuxième groupe, les Rwandais. Alors les victimes Tutsi, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a une partie qui a été médiatisée entre 1994, enfin ce qui s'est passé en 1994, entre avril 1994 et juillet 1994. Là, on a focalisé toute l'attention sur les victimes Tutsi, à juste titre, mais on oublie d'autres victimes Tutsi qui, en 1990 déjà, et puis en 1992, par exemple les Bagogwe, on sait qu'il y a une partie de la population Tutsi, donc les Bagogwe, qui habitaient le nord du pays, qui ont été pratiquement exterminés. Donc à ce moment-là, il y a eu ce qu'on peut qualifier à l'heure actuelle d'un génocide des Bagogwe qui... peut-être parce que d'autres crimes ont été plus médiatisés, n'a jamais été poursuivi, on n'a pas fait plus d'enquêtes sur cela, mais quelqu'un comme Joseph Matata, par exemple, qui est un défenseur des droits de l'homme depuis très longtemps, pourrait donner beaucoup plus de détails que ça. Il y a évidemment aussi des Tutsis qui ont été attaqués dans d'autres régions du Rwanda entre 1990 et 1994, avant le paroxysme de 1994, par exemple dans le Bugesera.
où donc il y avait des concentrations de population tutsi qui ont été à ce moment-là, qui ont été donc victimes d'extermination, parfois de masse d'ailleurs, dans ces régions du pays. On n'en parle pas tellement parce que 1994 évidemment a un peu tout occulté. Il y a aussi sur les territoires du Congo des Tutsis qui ont fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme, par exemple au Congo, alors que ces personnes n'étaient pas du tout nécessairement impliquées dans le conflit à l'époque et qu'on les confondait avec d'autres agresseurs. Donc ces personnes-là, il faut s'interroger sur donc leur qualité de victime et puis bien sûr sur la justice qui devra leur être rendue. Vous avez ensuite les trois. Donc on sait très bien que les trois, je n'ai pas à l'heure actuelle connaissance d'une volonté de l'un ou l'autre groupe militaire ou politique d'attaquer les trois en tant que tels pour les exterminer, par exemple. Mais il est un fait qu'ils ont souvent été confondus parfois lors d'attaques systématiques lancées contre les Hutus. On sait qu'il y a des Batwa qui en ont fait les frais. Parce que, bon, s'il fallait déplacer toutes les populations dans le cadre du conflit armé, dans le cadre de la conquête du pays, je pense que les distinctions n'ont pas été faites et que les Batwa ont été tués en grande masse au Rwanda. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Puis ensuite, vous avez le quatrième groupe qui est composé des étrangers. Il n'y a pas que les victimes rwandaises qui doivent être honorées, il n'y a pas que leur mémoire qui doit être honorée. Il y a aussi les étrangers, donc il y a les étrangers qu'on connaît, ce sont déjà les Congolais à la fois sur le territoire rwandais, mais peut-être moindre, mais surtout sur leur propre territoire. Les Congolais font partie des plus nombreuses victimes que nous connaissons dans ce conflit des Grands Lacs. Vous avez ensuite les Burundais sur le territoire du Rwanda, que ce soit des Hutus ou des Tutsis burundais, qui ont fait les frais d'un conflit ethnique rwandais en fait, et qui ont fait les frais de ce conflit ethnique parce que les ethnies au Burundi évidemment sont les mêmes que chez nous, ça vous le savez. Et puis vous avez des Belges évidemment, vous avez des victimes belges, plus de 85 Belges qui ont été tués au Rwanda. Vous avez les casques bleus. Bon là évidemment comme c'était des militaires, la qualification est peut-être différente, mais en tout cas en ce qui concerne les civils, c'est sûr qu'il y avait des prêtres belges, plus de 85 prêtres belges et civils belges qui ont été tués simplement parce qu'ils étaient belges dans le climat d'après 1994. C'est très important quand même de le rappeler, et ces victimes-là, il faudra un jour qu'on leur rende justice, à mon avis. Vous avez bien entendu les Espagnols. Les Espagnols, on s'en souvient aujourd'hui parce que la justice espagnole s'est réveillée et rappelle qu'il y a une dizaine d'Espagnols qui ont été tués au Rwanda entre donc 1994 et 2002. Vous avez les Français, bien entendu. Les plus connus sont sans doute ceux qui étaient dans l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994, qui eux aussi font l'objet d'une autre qualification, puisque là on parle d'attentats terroristes, d'attentats politiques, militaires. Et puis évidemment, il y a d'autres étrangers au Rwanda qui sont parmi ces victimes qu'il faut identifier. Ces autres étrangers, ce sont par exemple les Canadiens. Vous savez qu'au Canada, un certain Guy Pinard, c'est un martyr canadien, a été tué. Le Canada sait actuellement qu'il a été tué par des membres du FPR, mais bon, au Canada, on continue à réclamer justice, mais ça reste toujours politiquement délicat parce que, et là on l'abordera évidemment dans la question de la justice contre qui, donc qui sont les coupables, contre qui doit-on rendre justice. Mais bon, on a des Canadiens qui ont été victimes au Rwanda, donc des crimes qui ont été commis, et d'autres étrangers. Évidemment, ma liste n'est pas exhaustive. Vient le deuxième point, donc la justice, pourquoi ? Et c'est là aussi que je pense le débat est très passionné au Rwanda, parce que les crimes en question, chacun parfois les définit comme il l'entend. Comme il l'entend, notamment le crime de génocide. Alors, quelles sont les trois catégories de crimes pour lesquels on peut être poursuivi par rapport à toutes ces victimes que je viens d'énumérer à travers le temps? Bon, disons qu'il y a je dirais même qu'il y a 4 catégories de crimes. La première, c'est le génocide. La deuxième, ce sont les crimes contre l'humanité. La troisième, ce sont les crimes de guerre. Et la quatrième, ce sont les assassinats politiques. Alors, je ne m'attarderai pas trop sur les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. Bon, je dirais un petit mot des assassinats politiques. Donc, il y a eu au Rwanda, parmi les victimes, des personnes qui ont été tuées individuellement, non pas nécessairement parce que elles étaient d'une ethnie ou d'une autre, elles l'étaient,
c'est une occurrence, on est d'une ethnie, mais on a été visés politiquement au Rwanda ou à l'étranger. Je pense notamment par exemple à Emmanuel Gapchisi en 93, à Félicien Gatawazi en 94. Il faut bien se demander si il y aura possibilité un jour, malgré le temps qui est passé, et c'est ça aussi qui est important dans le travail de mémoire, c'est que les faits étant anciens, la mémoire est là pour rappeler aux gens que même s'ils sont anciens, ils sont à ce point graves qu'ils doivent absolument être punis, quel que soit le temps qui s'est écoulé. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ces crimes, donc soit les crimes de guerre contre l'humanité ou le génocide, sont imprescriptibles. C'est-à-dire, même si vous avez 90 ans et que vous êtes dans n'importe quel autre pays du monde, il faudra que vous répondiez de ces crimes. Mais pour ces assassinats politiques aussi, la question se pose. Vous avez l'assassinat de M. Lizinde au Kenya ou de M. Seda Shonga. Vous avez aussi l'assassinat récemment en Belgique de M. Owin Diemana. Donc tous ces crimes sont des crimes politiques. Et à un moment ou à un autre, il faudra que justice soit rendue. Et donc j'expliquerai évidemment la difficulté de le faire, mais je pense qu'il y a un grand espoir, parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas se reproduire, puisqu'on sait tous évidemment que l'absence de justice conduit au sentiment d'impunité, qui est le premier, je dirais, terreau de la récidive. À partir du moment où vous exterminez 5 millions de personnes et que ça marche, c'est sûr qu'à la première occasion, vous récidivez, les générations suivantes aussi, et on ne s'en sort pas. Et les générations suivantes, évidemment, font plus, puisque on se dit que c'est une formule qui marche. On l'a vu chez nous, c'est très, très, très grave. Alors, j'en viens tout de suite, donc, j'ai identifié ces quatre catégories de crimes: assassinat politique, crime de guerre, crime contre l'humanité. J'en viens au génocide, et c'est sur le génocide que je voudrais m'attarder. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion à propos du génocide au Rwanda, à propos des génocides au Rwanda avec S. Il y a beaucoup de confusion par rapport à la définition d'abord du génocide. Je pense que la première chose qui est importante, c'est que je vous redise ce que dit la Convention de répression du crime de génocide de 1948, qui est en réalité la seule définition juridique, seule définition légale du génocide, et qui est la définition à partir de laquelle tout le monde devrait partir. Et malheureusement, cette définition n'est pas connue. On part d'autres définitions qui sont des définitions du dictionnaire. J'en dirai un mot aussi. Mais revenons à cette définition. Donc, la Convention de répression du crime de génocide donc définit le génocide comme étant le fait de commettre des meurtres de membres d'un groupe, une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de ce groupe, soumettre intentionnellement ce groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, entraver les naissances au sein de ce groupe, lorsque ces actes sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, sur le plan juridique, ce n'est pas nécessaire d'être un expert ou de connaître les faits de fond en comble pour savoir que si on reprend, par exemple, ce qui s'est passé contre les Hutus de 1990 à 2011, on voit tout de suite que quand on vous dit que l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, ici on parle d'un groupe ethnique, vouloir le détruire en tout ou en partie, et commettre des meurtres de membres de ce groupe, est-ce qu'il y a eu au Rwanda, à un moment donné, des actes qu'on peut qualifier de crimes, de génocide contre les Hutus? Alors sur le plan médiatique, sur le plan, je dirais, le plan politique même, sur tous les plans, on peut évidemment toujours polémiquer, mais sur le plan juridique par contre, c'est pas très compliqué, c'est assez évident. On voit très bien parmi les énumérations que j'ai données tout à l'heure qu'il y a eu à un moment donné ou à un autre donc la volonté dans le chef notamment de l'APR, enfin de l'APR, de l'armée patriotique rwandaise, et du FPR qui était le bras politique, de détruire en partie du moins le groupe ethnique Hutu, et
par cela, en faisant ce qu'on appelle d'abord des meurtres du membre de ce groupe, ça c'est un fait. Donc quand on tire sur des populations civiles parquées quelque part, en sachant qu'il ne s'agit que de Hutus qui ne sont pas nécessairement armés, et c'est le cas. Et je pense que le Mapping Report a d'ailleurs levé un grand coin des doutes que certains pouvaient encore avoir sur ce point. Lorsqu'on lit ce rapport Mapping d'octobre 2010, on voit très bien donc que tous ces actes-là, et c'est d'ailleurs les conclusions que le rapport en tire, pourraient être qualifiés de génocide. Si devant un tribunal, c'est ce que le rapport dit, donc si ils étaient poursuivis devant un tribunal, ils seraient qualifiés de génocide, mais cela n'empêche pas le témoin de ces actes de lui-même constater qu'effectivement il s'agit d'un génocide, parce que ce n'est pas parce que ça n'a pas encore été poursuivi, que ça n'a pas encore été réprimé, que ça ne peut pas être un génocide. Si vous voyez quelqu'un dans la rue tirer sur quelqu'un d'autre, vous n'allez pas dire, si jamais c'était poursuivi devant un tribunal, ce serait un meurtre. Non, c'est un meurtre, donc ici c'est un génocide, et ce n'est pas évidemment les témoins ni les victimes de ce génocide de venir dire le contraire. Est-ce qu'il y a eu des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ethnique Hutu? Certainement, il y en a eu, mais on n'a pas d'exemple comme ça prégnant. Mais si je prends le troisième point, le point C par exemple, la soumission intentionnelle des membres de ce groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. En ce qui concerne les Hutus, vous avez tout de suite en tête par exemple le camp de Nyatioga dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait de repousser les gens dans des camps de déplacés puisqu'ils étaient encore à l'intérieur du pays. Vous avez bien entendu le fait de pousser les gens dans les forêts du Zaïre, ça aussi, c'est soumettre des membres du groupe dans des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a plus de 400 000 personnes qui ont disparu, qui ont été tuées. On dit 400 000 sur les 2 800 000 qui étaient dans les camps. On ne parle plus que de 400 000 et de 500 000 qui sont rentrés au Rwanda, et finalement on ne sait pas ce qui s'est passé des 900 000 autres. Donc c'est toujours un peu délicat quand on va dans les chiffres, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des membres du groupe ethnique Hutu qui ont été soumis à des conditions d'existence qui ont entraîné leur destruction physique totale ou partielle. Mais il y a aussi un exemple qui est très important, c'est celui des prisons au Rwanda. Et bon, on verra à quel point c'est polémique, mais parmi les prisonniers qui sont au Rwanda, il y a des gens qui y sont parce qu'ils sont Hutus et parce qu'ils sont victimes d'une volonté politique de les soumettre à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle, et non pas, évidemment il y a un alibi à ces emprisonnements qui pour certains sont justifiés, mais qui pour la plupart, et ça il y a beaucoup d'exemples de faits qui peuvent permettre de le démontrer, donc n'est pas du tout justifié, mais procède plutôt d'une intention vraiment de détruire ces gens en tant que tels, et ça dure depuis des années. Et on sait à quel point, par exemple, même le pouvoir en place au Rwanda à l'époque, et toujours actuellement d'ailleurs, avait donné des chiffres ahurissants de 140 000 ou 150 000 personnes actuellement en prison. Là, c'était encore des chiffres d'il y a une dizaine d'années. Et puis, alors, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, ça c'est intéressant parce qu'il y a eu récemment une initiative qui a été prise par le gouvernement rwandais apparemment, donc c'est ce qui est sorti, de stériliser les hommes. Donc on parlait d'une stérilisation de 700 000 hommes à l'horizon, je ne sais pas combien. Et donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Si jamais, c'est une hypothèse, il devait s'avérer qu'effectivement cela rentre aussi dans le cadre de viser la population Hutu, le groupe ethnique Hutu en tant que tel, pour donc soi-disant dans l'idée de diminuer la population, mais plutôt pour stériliser les hommes Hutus et diminuer, donc entraver les naissances au sein de ce groupe, on serait en plein dans un des actes constitutifs de génocide selon la définition légale. Alors on peut ensuite parler de ce qui s'est passé contre les Tutsis. Donc ça, évidemment, je pense que ceux qui sont informés sur le Rwanda depuis 1994 savent très bien ce qu'il en est. Il y a des juridictions internationales qui ont été mises sur pied, donc, notamment par la résolution 855 du 8 novembre 1994, pour poursuivre au départ tous les crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité qui avaient été commis au Rwanda du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, mais qui se sont focalisés uniquement sur les crimes qui ont été commis contre les Tutsis. Et évidemment, le TPIR, on est arrivé à la conclusion très tôt qu'il y avait eu un génocide
des Tutsis au Rwanda. Et c'est de ce génocide-là qu'on parle, donc je ne vous apprends rien. Et bon, bien entendu, comme il y a d'autres confusions, j'essaierai d'en parler, qui tournent autour, on confond parfois le fait d'avoir poursuivi des personnes qui n'avaient rien à voir avec cela ou qui avaient été poursuivies sur délation, avec le fait qu'il y aurait eu ou pas un génocide des Tutsis. On confond, par exemple, le fait qu'au Rwanda, en 1994, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a une guerre civile par ailleurs, c'est-à-dire qui oppose les Rwandais entre eux, de deux ethnies différentes, que du coup, il ne peut pas y avoir de génocide. On se dit qu'il faut absolument définir ce qui s'est passé au Rwanda par rapport à un seul vocable. Et c'est pour ça que je suis très embêté par l'expression génocide rwandais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette expression, pour le moment, elle permet d'éviter les confrontations, les guerres des mémoires, comme on le dit, mais en réalité, c'est une impasse. Cette définition est une impasse parce que, plutôt que de dire tout ce qui s'est passé, finalement, on ne dit rien. On ne dit rien en disant génocide rwandais, en le mettant au pluriel ou au singulier, ça ne change rien. Génocide rwandais, théoriquement, ça voudrait dire que des personnes ont été tuées, exterminées, poursuivies dans les termes de la Convention de répression du génocide, parce qu'elles auraient été rwandaises. Or, à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait des gens au Rwanda, en tout cas, s'il y a eu un génocide de Rwandais, c'est peut-être au Congo, à un moment donné, parce qu'on ne faisait plus la distinction entre Hutu et Tutsi, quand on les poursuivait. Mais en tout cas, au Rwanda, on ne peut pas parler de génocide rwandais. Ça n'a pas vraiment de sens. De quoi pourrait-on parler alors? Sur le plan juridique, comme je viens de le dire, pour moi, il est évident qu'il y a eu un génocide des Hutus et qu'il y a eu un génocide des Tutsis. Il est évident aussi qu'il y avait une guerre civile en même temps au Rwanda. Donc, parler de la guerre civile, ce n'est pas nier le génocide des Hutus, ce n'est pas nier le génocide des Tutsis. Parler du génocide des Tutsis, ce n'est pas nier le génocide des Hutus. Parler du génocide des Hutus, ce n'est pas nier le génocide des Tutsis. Parler du génocide, ce n'est pas nier la guerre. Donc, il faut bien faire la distinction. Il y a eu des crimes de guerre. Un militaire du FPR, par exemple, qui est tué à Kigali parce que c'est un infiltré, ça dépend de la manière dont il est tué. S'il est tué parce qu'ils sont en train de se battre, parce que d'autres militaires se battent contre lui, il n'y a pas de crime. S'il est tué alors qu'il avait déjà été prisonnier et qu'il était sans défense, c'est un crime de guerre. Et ce n'est pas un génocide, ce n'est pas un crime contre l'humanité, c'est juste un crime de guerre. Donc, et ça aussi, les crimes de guerre, évidemment, sont réprimés. Donc c'est très très important, quand on s'interroge sur ce qui s'est passé, de ne pas imaginer que certaines choses en excluront d'autres. En gros, un génocide plus un génocide, ça ne fait pas zéro génocide, ça fait 2 génocides et c'est encore plus grave. Et il ne faut pas évidemment se laisser aller dans les théories de ceux qui disent « Mais attendez, promouvoir l'idée qu'il y aurait eu un génocide des Hutus, c'est nier le génocide des Tutsis. Les négationnistes ont une technique qui consiste à dire qu'il y a eu 2 génocides pour envoyer les victimes dos à dos. » C'est un discours, évidemment, j'espère qu'il commence petit à petit à être dépassé. On se félicitera d'ailleurs de voir que certaines personnes qui ont fait partie de l'association Ivoca l'année passée disent aujourd'hui clairement, écoutez, si jamais un génocide de Hutus doit être reconnu en justice, il n'y aura plus de débat. C'est une très belle phrase, mais je voudrais dire que ce n'est pas parce qu'un génocide n'a pas encore été reconnu en justice qu'il n'est pas un génocide pour autant si tous les éléments pour qu'il soit qualifié de génocide par toute personne avertie sont remplis. Au contraire, le fait qu'il n'ait pas été poursuivi en justice, ça c'est anormal. C'est anormal qu'un génocide n'ait pas encore été poursuivi en justice. Et c'est pour ça qu'on doit se battre pour que ce génocide des Hutus soit à un moment ou à un autre poursuivi donc devant des juridictions compétentes. On en viendra donc quand on parlera de justice par qui. Voilà. Il y a beaucoup de confusion sur le terme de génocide parce que, et là j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, chacun a sa propre définition. Alors, j'ai regardé encore le dictionnaire tout à l'heure, on ne va pas en vouloir je dirais au commun des mortels parce que le dictionnaire lui-même vous dit le génocide c'est destruction méthodique d'un groupe ethnique. Voilà le génocide. Et puis après, ils disent, attention, le génocide c'est détruire un grand nombre de personnes en un laps de temps très court. Tuer un grand nombre de personnes en un laps de temps très court. Évidemment, si tout le monde part avec cette idée-là du génocide, qui se trouve d'ailleurs dans le dictionnaire, c'est une catastrophe, puisque sur le plan juridique, sur le plan légal, on ne rencontre pas du tout la définition. Quels sont, je dirais, les ajouts à proscrire dans la définition de génocide? Premier ajout à proscrire, c'est ce qu'on appelle la planification. Il ne faut pas penser
qu'un génocide ne peut pas avoir lieu s'il n'a pas été planifié. Ça, c'est une erreur fondamentale. Un génocide peut avoir lieu même s'il n'est pas planifié. Et ça, c'est par rapport au génocide des Tutsis, par exemple, c'est une des grandes confusions. Quand le tribunal pénal international a récemment condamné certains accusés pour avoir commis des actes de génocide, et ça, c'est le tribunal qui a condamné, c'est lui qui a pris cette décision, il a également acquitté ces mêmes accusés de complicité en vue de commettre le génocide, donc de planification. Et certains se sont levés, certains défenseurs des droits de l'homme, qui à ce moment-là parlaient pour les Tutsis, ont dit « Mais attendez, mais ça veut dire qu'on nie le génocide des Tutsis ?» Mais non, le TPIR a rendu une décision en condamnant des gens pour avoir commis un génocide contre les Tutsis. Par contre, il les a acquittés d'entente en vue de commettre le génocide, il les a acquittés de planification. Ce qui veut dire que le TPIR dit simplement, il y a eu un génocide des Tutsis, ces personnes sont condamnées pour ça, mais on n'a pas d'éléments pour prouver qu'ils ont fait une planification ou un complot en vue de le commettre. Mais le TPIR, par cette décision, a éclairci un point qui est très important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait eu une planification pour qu'un génocide puisse être poursuivi et condamné, pour qu'un génocide puisse exister. Donc, les gens qui se disent « Ah, mais à partir du moment où il n'y a pas eu de planification, il n'y a pas de génocide », c'est faux. C'est ajouter un élément que la définition du génocide ne contient pas. Il y a d'autres éléments qu'on ajoute. Par exemple, le fait que ça doit être un État. On imagine que c'est un État qui doit nécessairement commettre un génocide. Parce que, voilà, mais je vous dis, n'importe qui peut commettre un génocide. N'importe quel individu peut commettre un génocide. Cette définition de l'État-là n'est pas contenue dans la définition. Les confusions viennent d'où? Les confusions viennent du fait qu'en réalité, le génocide a été défini suite à des événements qui se sont produits dans l'histoire de l'humanité, et notamment le génocide qui a été commis par les nazis, donc le parti nazi, contre les juifs, en 1900, donc de 40 à 45. C'est ce génocide-là qui a inspiré la définition du génocide, mais quand ils ont fait la définition du génocide en 48, ils n'ont pas repris intégralement les éléments qui avaient constitué le génocide des juifs. Et dans le génocide des juifs, il y avait par exemple le fait que c'était un État, que ça avait été planifié, et qu'on avait l'intention de détruire tous les juifs. Ces trois éléments-là. Et ces trois éléments-là ne sont pas dans la définition, ils n'existent pas dans la définition. Et ces trois éléments-là, malheureusement, comme on raisonne par rapport au dictionnaire, qu'on raisonne par rapport à l'exemple qui a inspiré la définition, on vient, même certains juristes d'ailleurs, on s'imagine qu'à partir du moment où le FPR, par exemple, n'a pas eu l'intention de détruire tous les Hutus au Rwanda, et c'est un fait, qu'à partir de là, il n'y a pas eu de génocide des Hutus. Et ça, c'est une grosse erreur, une très grave erreur, qui fait qu'au moment de rendre justice, ça sera très difficile. Donc, pour le premier élément, la planification, on voit très bien que dans le cas du génocide des Tutsis, évidemment, cette planification-là, elle saute, la planification n'est pas exigée. Pour ce qui est du deuxième élément, le fait que ce soit un État qui ait commis le génocide. Un génocide peut être commis par n'importe qui. Et dans le cas du génocide des Hutus, par exemple, c'est très clair. Le FPR a commencé le génocide des Hutus avant même d'avoir pris le pouvoir au Rwanda, avant de s'identifier à l'appareil de l'État, avant que ce ne soit le Rwanda finalement, l'État rwandais, qui commette un génocide des Hutus après 1994, après juillet 1994, jusqu'au même d'ailleurs aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que, si le FPR n'avait pas pris le pouvoir en 1994, on ne va pas raisonner sur des si, mais sur le plan théorique c'est important de le comprendre, il aurait très bien pu être poursuivi en tant pas en tant que parti ou en tant que groupe armé, mais du moins les personnes qui composaient ce parti et ce groupe militaire auraient très bien pu être poursuivis pour avoir commis un génocide, peu importe qu'elles aient occupé des fonctions au sein de l'État ou pas. Et ça, c'est un élément très important. Et donc, ce que vous commettez avant d'occuper des fonctions dans l'État, pendant et après, vous serez poursuivi pour avoir commis ces crimes, même si ces crimes sont qualifiés de génocide. Donc, ce n'est pas nécessaire que ce soit planifié, ce n'est pas nécessaire que ce soit un État. Ce n'est pas nécessaire que vous ayez l'intention de détruire tous les membres du groupe. D'abord, on a bien vu qu'il n'y a pas que des meurtres qui constituent un génocide. Le fait de limiter les naissances, le fait de soumettre les personnes à des conditions de vie devant entraîner leur destruction physique, totale ou partielle, ça, ce sont déjà des génocides. Ce n'est pas nécessaire que ce soit tuer des gens. Or, on pense souvent qu'il faut que dans l'intention de la personne qui commet un génocide, cette personne ait l'intention d'exterminer tout le monde. Pour ce qui est du génocide des Tutsis, par exemple, si on observe ce qui s'est passé en avril 1994 jusqu'à juillet 1994, il me paraît évident
c'est mon analyse personnelle, que dans le chef de certaines personnes qui se rendaient coupables de ce génocide, il y avait l'intention d'exterminer tous les Tutsis, en tout cas ceux qu'ils pouvaient avoir sous la main, puisque le FPR, entre-temps, était en train de prendre les 3/4 du pays. Après 15 jours, je pense que le FPR contrôlait déjà les 3/4 du territoire. En tout cas, dans le chef de ces personnes qui commettaient un génocide contre les Tutsis, il y avait l'intention de les détruire tout entier. Cette intention était là. Je ne pense pas, évidemment, du côté du FPR, il y a évidemment des théoriciens qui est de l'extermination totale des Hutus, mais je pense que de manière tout à fait raisonnable, ils se sont chaque fois dit ben, non, c'est pas possible. Il y en avait qui avaient l'idée de détruire les Hutus jusqu'à en faire 50% de la population pour que les Hutus et les Tutsis soient 50-50 et qu'il n'y ait plus de problème au niveau démocratique, au niveau des élections, etc. Donc ça, ce sont des théories qui ont existé, qui ont été empruntées d'ailleurs des théories racistes de Simbanan et au Burundi, là, déjà en 1972, quand on commettait un génocide contre les Hutus au Burundi. Mais le FPR, je ne pense pas, en tout cas même dans sa manière d'agir, qu'il ait à aucun moment eu l'intention d'exterminer tous les Hutus. Mais on voit que dans la définition du génocide, cet élément-là n'est pas du tout exigé. Au contraire, dans la définition, on précise bien, pour ne pas qu'il y ait de doute, que c'est en tout ou en partie. Ou en partie, pour éviter ça, justement. Parce que sinon, si on avait dit en tout, vous tuez tout le monde, vous gardez quelqu'un, vous l'exposez en disant, mais écoutez, moi j'ai pas commis de génocide. J'en ai un, et il est même ministre, et il est même, vous pouvez même en faire un président si vous voulez. D'ailleurs, on sait très bien comment ça se passe au Rwanda. Donc le fait de détruire une partie du groupe ethnique, en tant que tel, constitue un génocide, et c'est en ce sens qu'on doit évidemment réclamer justice pour ces victimes. Voilà, je ne vais pas être trop long, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Je continue sur l'avant-dernier point. Justice contre qui? Justice contre qui? Je pense que là aussi, c'est important d'en parler parce que il y a plusieurs confusions qui se font. Vu qu'au Rwanda, les victimes, les bourreaux sont, je dirais, enchevêtrés, qu'on a vécu ensemble, etc., ça pose parfois des problèmes parce qu'on confond les victimes, on confond les bourreaux. Ou bien, attendez, je termine quand même sur... peut-être par rapport au sujet que je viens de terminer sur les confusions par rapport au génocide. J'ai fait une petite critique concernant le génocide rwandais, mais je pense qu'il y a aussi d'autres expressions qui, à mon avis, posent question ou peut-être devraient aussi être bannies. C'est ce qu'on appelle le contre-génocide. Le contre-génocide. Alors vous avez, c'est quoi le contre-génocide? D'après ce que j'ai compris, ce sont les crimes commis par le FPR en vue soit d'arrêter le génocide des Tutsis, soit de venger le génocide des Tutsis. Contre-génocide. Et c'est ce qu'on appelle le contre-génocide contre les Hutus. Cette définition, évidemment, cette expression est vide de sens et même, je dirais, faible, puisque ça voudrait dire que, voilà, si ça a été fait, effectivement, ça a été fait contre les Hutus, mais c'était un contre-génocide parce qu'il y avait un génocide des Tutsis, et le reste, c'est juste des actes. Bon, je pense que ça, c'est à bannir, ça ne peut pas, évidemment, permettre d'identifier exactement ce qui a été fait contre les Hutus, de poursuivre et d'en poursuivre les auteurs. Il y a aussi, par rapport à ce contre-génocide, une autre expression qu'on appelle donc celle du double génocide. Alors, le double génocide, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que double génocide, ça rejoint finalement une réalité qui serait celle de deux génocides? Non, je pense qu'il y a une confusion. Et double génocide, ça voudrait peut-être même lier directement le génocide des Hutus et celui des Tutsis, les lier, en n'en faire qu'un qui est double par le même auteur. Par quoi? Ça devient très compliqué. Je pense que cette expression aurait plutôt tendance à ajouter la confusion et à dédouaner parfois certaines personnes, parce qu'on sait que par exemple les auteurs du crime de génocide contre les Hutus sont bien planqués, même au pouvoir à Kigali, au Rwanda, et utilisent le génocide des Tutsis depuis plus de 17 ans pour se dédouaner et se couvrir. Mais à l'heure actuelle, évidemment, les défenseurs de la mémoire des victimes Tutsis commencent à comprendre qu'on ne peut pas éternellement être instrumentalisé par des criminels qui ne sont pas les victimes de ce crime et qui aujourd'hui l'utilisent donc depuis un certain temps pour essayer de se forger l'immunité et de conserver le pouvoir au Rwanda. Mais évidemment, tout ça s'effrite petit à petit et tout ça prendra fin, à mon avis, parce que le plus important déjà, c'est que les Rwandais, nous comprenions ce qui s'est passé. Parce qu'être victime en soi,
c'est un désastre, mais ne pas savoir ce dont on est victime, je pense que c'est un désastre au carré. Alors, donc pour en venir à justice contre qui? Alors, ce qui est important, quand je dis justice contre qui, à mon avis, c'est peut-être d'éviter deux erreurs fondamentales. La première, c'est d'identifier le coupable d'un crime, que ce soit un crime de génocide, un crime de guerre, d'un assassinat politique ou un crime contre l'humanité, de l'identifier par son ethnie. Et c'est là que viennent les confusions au Rwanda sur rendre la justice contre qui. Si il est tout à fait légitime et juste et justifié d'identifier les victimes par leur ethnie, ce que j'ai d'ailleurs fait tout au long de mon exposé dès le début, pour moi ce n'est pas justifié du tout d'identifier l'auteur par son ethnie. Pourquoi? Parce que l'ethnie d'une personne n'a, à mon avis, aucun intérêt dans les actes criminels qu'il peut causer. Identifier une personne par son ethnie quand il a commis un crime, c'est simplement non seulement faire une erreur, parce que ce n'est pas votre ethnie, ce n'est pas votre appartenance ethnique qui est criminogène et qui génère en vous la possibilité de commettre des crimes. C'est autre chose, une mauvaise éducation, une idéologie quelconque, une appartenance à un mouvement, un endoctrinement peut-être, ou même un sentiment criminel personnel, mais qui n'a en tout cas rien à voir avec l'ethnie. Or, quand vous identifiez quelqu'un par son ethnie, vous risquez justement de stigmatiser la personne elle-même par son ethnie, et puis en même temps de stigmatiser toutes les personnes qui appartiennent à la même ethnie que cette personne, et c'est là que ça devient très dangereux. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a fondamentalement choqué. En ce qui concerne par exemple le génocide des Tutsis, ce qui a été fait, qui a stigmatisé certaines personnes, je ne sais même pas si c'était des coupables, parce qu'on a stigmatisé des gens, on a montré leurs photos, et j'ai tout de suite vu à ce moment-là que c'était vraiment une volonté de stigmatiser des Hutus en tant que tels, pour avoir commis le génocide des Tutsis. Et donc les stigmatiser en tant que tels, c'est très grave. Vous avez un bus qui circulait dans les années 95 à 98, et qui circulait dans les différentes universités, où donc une dame engagée dans la lutte pour la commémoration des victimes Tutsis avait évidemment dépassé cette seule lutte pour finalement stigmatiser les Hutus et essayer d'inculquer dans les étudiants belges à l'époque innocents certaines choses qui à mon avis étaient fondamentalement racistes à l'égard des Hutus. Il y avait dans ce bus d'abord une première image dans laquelle on vous décrivait les Hutus et les Tutsis, selon évidemment des définitions des explorateurs et des colons belges d'époque. Alors on vous donnait des caractéristiques physiques, attention, les Hutus ont un œil épaté, etc., etc. Et puis, les autres photos, c'était une centaine de photos, rien que ça, de prisonniers, prisonniers, on ne disait pas leur ethnie, attention, de prisonniers ayant commis le génocide des Tutsis. Et on vous montrait que des personnes avec des nez épatés. Donc, vous avez un Belge qui arrive, il voit, ah, les Hutus c'est ça, les Tutsis c'est ça, il circule dans ce bus, à la sortie, de manière subliminale, et même consciente, j'exagère quand je dis subliminale, c'est trop faible, il sort en se disant, mais les Hutus, c'est les méchants. Il sort avec cette idée. Vous avez des films qui ont voulu, comme Hôtel Rwanda, qui ont voulu rendre hommage à peut-être, je ne sais même pas si c'était le but du film, mais qui ont peut-être voulu parler du génocide des Tutsis, qui finalement se retrouvent à avoir fait encore plus de mal contre les Hutus en tant que tels, que de bien à l'égard des Tutsis dont ils parlent comme victimes. Donc le fait de stigmatiser une personne par son ethnie, c'est très dangereux, et là où ça devient encore terriblement sournois, c'est que c'est une méthode utilisée par ceux qui veulent faire commettre un génocide contre des gens. Si vous voulez commettre un génocide contre les Hutus, notamment dans le cas du FPR qui a mis des personnes en prison, 140 000 prisonniers en prison, en les mettant dans des conditions devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont stigmatisé les Hutus en tant que tels, et évidemment, les ordres étaient donnés à leurs troupes d'arrêter des gens en fonction de leur physique, en fonction de leur appartenance ethnique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, j'ai rien fait, je suis rentré au Rwanda, on m'a mis en prison, je comprends pas. » Et tous ces jeunes-là, on en connaît tous, ont été victimes simplement d'être des Hutus. Et en fait, ils n'ont pas été victimes, eux, en prison, ils n'ont pas été victimes
des crimes qu'ils auraient commis ou qu'on leur reprocherait d'avoir commis. Ils ont été victimes de la politique qui avait été décidée dans les instances du FPR de neutraliser la population Hutu en tant que telle et notamment de la mettre en prison et de faire en sorte qu'elle soit détruite dans une frange en commençant par les intellectuels, en commençant... Et alors les gens parfois sont présentés devant les gachacha et se défendent en disant mais je n'ai rien fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait pour certains d'entre eux. Je dis bien pour certains d'entre eux, parce qu'évidemment, dans certains gachacha, on arrête effectivement des coupables, mais la plupart d'ailleurs des coupables qu'on arrête parfois sont sans intérêt par rapport à la politique que mène le FPR. Parce que les miliciens, par exemple, qui étaient sur les barrières, on les a envoyés au Congo, on les a recyclés même au sein du FPR, c'était pas ça le problème. Je crois que le problème du FPR n'était pas vraiment de rendre nécessairement justice aux Tutsis, c'était un élément important parce qu'il fallait apaiser la population, Tutsis du moins, mais c'était un élément moins important, à mon avis, quand on examine les faits, que celui de neutraliser cette population Hutu qui venait de passer 30 ans dans une république et qui, évidemment, à l'époque même, on se souvient dans les plus hautes sphères politiques, de ce que certains politiciens pensaient pouvoir dire devant des militaires du FPR ou de l'APR. Ils pensaient que non, le FPR allait devoir composer, faire un gouvernement d'union nationale, reprendre les ministres Hutus qui étaient là. Donc ils ne se rendaient pas compte de ce qui était en train de se passer. Et donc, stigmatiser quelqu'un en tant par son ethnie, c'est, à mon avis, même un acte de génocide contre ça peut conduire à un acte de génocide contre cette personne parce que ça peut permettre de faire des choses comme les mettre en prison, comme les repousser dans les forêts du Zaïre et empêcher la communauté internationale, si on peut dire, d'intervenir parce que vous les avez déjà stigmatisés en tant que tels. Et puis surtout au sein de la population, ça ne fait qu'envenimer les choses et ça n'aide pas à la réconciliation. C'est pour ça que par exemple le terme milicien Hutu, milicien Hutu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout. Si c'était un milicien, il faut l'identifier en tant que milicien Hutu. À ce terme milicien Hutu, d'autres se disent « Ah, je vais y répondre, alors je vais dire extrémiste Tutsi ». Et on l'écrit, extrémiste Tutsi. J'ai par exemple été choqué par le titre d'un livre de Charles Onana que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il est très combatif, qu'il est très indépendant, mais qui dit par exemple son titre « Ces tueurs Tutsi ». Moi je ne suis pas d'accord avec un titre pareil. Il n'y a aucun intérêt à identifier les tueurs du FPR comme des Tutsis. C'est l'erreur, par exemple, que fait M. Gahima Gérard dans l'interview du 31 mai 1994 qu'Olivier nous a fait entendre. Il parle des Tutsis qui ont combattu, il parle des Tutsis, Mais comment voulez-vous, quand vous identifiez le FPR de 1994, si vous au 31 mai 1994, vous continuez à parler de Tutsis, comment voulez-vous que quelqu'un d'ignorant puisse faire la part des choses et dire, maintenant, attendez, ce sont des Tutsis, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils attaquent le Rwanda. Ici, ils attaquent le Rwanda, c'est parce que c'est un mouvement politique et militaire qui s'est organisé comme tel pour le faire. Le fait qu'ils soient Tutsis n'a aucun intérêt. Et bien sûr, vous devez le réprimer en tant que tel. Parce que si maintenant, vous voulez vous défendre contre les Tutsis, parce que c'est ce que vous avez retenu de l'identité de l'agresseur, et que vous êtes un temps soit peu ignorant, on est parti dans des crimes qui se commettent contre des populations qui n'ont rien à voir. Donc tout ça, je pense, c'est une question d'ignorance. On mélange beaucoup de choses et c'est très important de ne pas identifier les personnes par leur ethnie. La deuxième chose, dans la justice contre qui, la deuxième confusion, la deuxième erreur, à mon avis, qu'il faudrait éviter, qui est très difficile, c'est le détournement de la justice. Alors dans ce que je viens de dire par rapport à justice contre qui, dans ce que je viens de dire par rapport à, en fait, identifier les victimes par leur ethnie, j'ai déjà un peu évoqué ce sujet, c'est le détournement de la justice. Le fait de détourner la justice à d'autres fins. Hein, les gachacha, par exemple, les gachacha ont été détournés, soit d'abord par le pouvoir lui-même, parce qu'il avait une volonté politique de neutralisation de la population Hutu, donc ça c'est un secret pour personne. Mais les gachacha aujourd'hui ont été détournés par la population rwandaise, indépendamment même de l'appareil de l'État, à des fins purement privées. Avec les gachacha, on se fait beaucoup d'argent parce qu'on fait payer les familles qui sont à l'étranger, on leur fait payer des milliers d'euros, on libère quelqu'un, on le remet en prison le lendemain parce qu'un des juges du gachacha n'a pas obtenu d'argent. Donc le détournement de la justice, c'est contre la justice, ça n'aide pas à faire la justice. Donc c'est aussi quelque chose. Alors il y a le détournement terrible de la justice comme
les Gachacha détournés par le pouvoir, ou bien des juridictions belges qui, par exemple, détournent la justice sans savoir qu'elles sont instrumentalisées par des lobbies du FPR ici, et on poursuit deux bonnes sœurs, un industriel et un professeur d'université, avec la conviction qu'on est en train d'attraper les gros coupables du génocide de Tutsi au Rwanda, alors qu'ils ont été simplement instrumentalisés par des ASBL qui ont depuis été décrédibilisés et démantelés, et qui ont heureusement pour l'instant quitté le sol belge. Mais à l'époque, vous imaginez les dégâts que ça fait, le fait de détourner la justice et d'aller s'en prendre à une bonne sœur, dont la plupart des témoins, la plupart des Rwandais savaient très bien quelles ont été les véritables non-actions au Rwanda, plutôt que d'aller l'accuser de choses alors que la plupart des témoins, même en Kinyarwanda, entre les gens qui assistaient au procès, ont très bien compris de quoi il s'agissait. On était, certains d'entre nous, au Rwanda en 1994. Parfois, on sait très bien que les criminels, c'était certainement pas les bonnes sœurs. Mais bon, pour des raisons de symbole, pour des raisons... quel est le symbole, par exemple, dans le détournement de cette justice? À mon avis, c'est mon avis personnel, il y a un symbole là-dedans. Il y a un symbole. D'abord, vous avez deux femmes. Ça, c'est important de dire que les femmes, surtout les femmes Hutus, c'est important de dire qu'elles étaient coupables du génocide. C'est très important, parce que sinon, après, vous justifiez même plus comment vous en prenez aux femmes. Et il y a eu un livre, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, j'ai encore ce livre, j'ai oublié le titre, qui n'a fait que analyser, soi-disant, les femmes Hutus coupables du génocide au Rwanda. C'est vraiment très grave. Donc, il y a les femmes. Il y a dedans l'Église catholique, qui est visée. C'est très important. Et puis évidemment, on ne prend que des Hutus, alors que finalement, dans ces crimes qui ont été commis contre les Hutus, contre les Tutsis, il est, je dirais plus que probable, il est même certain que certains des bourreaux étaient par hasard Hutus ou Tutsis contre des Tutsis, et d'autres étaient Hutus ou Tutsis contre des Hutus. Donc, dans les bourreaux des uns, il y a des personnes des deux ethnies. Ça aussi, c'est quelque chose qui se sait. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas faire ces confusions. Enfin, donc, la justice pour... Contre qui? Donc, la justice contre qui, c'était donc mon troisième point. Et j'arrive enfin par la justice par qui. Je vais aussi un peu invoquer. Je dirais la justice par qui, on peut identifier quatre je dirais, juridictions susceptibles de poursuivre les crimes qui ont été commis au Rwanda. Vous avez d'abord les juridictions rwandaises. J'ai parlé des difficultés que le Gachacha ont pu poser. Vous avez les juridictions rwandaises ordinaires, qui, évidemment, étant donné qu'elles ont été mises en place par le FPR après sa victoire de 1994, ils n'ont pas mis des juridictions pour poursuivre leurs propres militaires. Ils ont mis un conseil de guerre. On a fait semblant de poursuivre, par exemple, les gens qui ont tué les réfugiés, les déplacés de guerre du Tibet en 1994. Vous savez que le commandant en chef de l'opération a été démis de ses fonctions pour être promu un peu plus tard. Donc non seulement on ne met pas des juridictions ordinaires rwandaises, même un conseil de guerre en étant les vainqueurs de la guerre pour poursuivre ses propres troupes et ses propres hommes. Donc les juridictions rwandaises, dès le départ, ont été disqualifiées. Elles ont été détournées aussi à des fins ethniques. Elles ont été détournées à des fins purement même de brigandage, je dirais, pour obtenir certains biens. Les Gachacha, on en a parlé. Vous avez ensuite le TPIR. Le TPIR, le Tribunal pénal international du Rwanda, qui, dans son mandat, avait pour but de poursuivre tous les crimes qui ont été commis du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 au Rwanda, mais qui, dans les faits, comme une juridiction aussi, dépend de la volonté politique de ceux qui la créent, dépend de la volonté politique du procureur, dépend du pouvoir médiatique qui tourne autour. Une juridiction ne poursuit pas les gens de la même manière. Alors qu'elle a un mandat pour cela, elle n'a poursuivi, par exemple, que les crimes qui ont été commis contre les Tutsis, notamment le génocide en 1994. Mais ce qui est pire, c'est que, et ça c'est une occurrence aussi que beaucoup de gens soulèvent, elle n'a poursuivi que des Hutus devant elle. Et donc là aussi, on identifie uniquement des Hutus comme ayant été capables d'être coupables d'un génocide contre les... Comment voulez-vous, en identifiant que des Hutus, en ne poursuivant que des crimes commis contre les Tutsis, comment voulez-vous que la justice puisse être
complète puisse être reconnue par tous. On ne peut pas se reconnaître dans la justice du TPIR, ça c'est fort dommage. Maintenant, on verra ce que ça donnera, mais je pense que pour ce qui est des crimes qui ont été commis contre les Hutus, soit il faudrait un autre tribunal. Pourquoi? Parce que j'ai identifié les deux premières juridictions, c'est la juridiction nationale, le TPIR, il y a la juridiction étrangère et il y a la Cour pénale internationale. Or, les juridictions rwandaises ne poursuivent pas les crimes commis contre les Hutus, le TPIR ne l'a pas fait, les juridictions étrangères, en Belgique, en France, au Canada, au Danemark, en Espagne, et la CPI, en raison de son mandat malheureusement qui ne commence que pour les crimes commis après 2000, je pense, ou 2002, ne pourront pas le faire. Donc il faudrait peut-être imaginer la création d'un tribunal pénal international ad hoc pour justement poursuivre les crimes qui ont été commis contre les Hutus de 1990 à aujourd'hui. Vous avez les juridictions étrangères, j'en ai un peu parlé, donc vous en avez eu en Belgique, en France, au Canada, au Danemark ou en Espagne. En Espagne, vous imaginez que c'est en Espagne qu'il a fallu qu'on trouve la plus grande justification. Et puis enfin, justice comment? Dernier point, puisque le temps presse. La justice comment? L'œuvre de justice, c'est plusieurs étapes. Hein. Donc c'est comme poursuivre n'importe quel crime. C'est premièrement donc identifier ce qui s'est passé, rassembler les preuves, attraper le coupable, le poursuivre devant la juridiction, l'interroger, faire un acte d'accusation, et puis ensuite rendre un jugement, prononcer une peine, mais aussi évidemment plus loin après la peine, on a aussi le fait qu'une grâce ou une amnistie peuvent aussi servir à rendre justice. J'en arrête là, donc merci beaucoup pour votre attention.